Bonjour à tous, bonjour Jacques Cheminade. Nous faisons face à une casse du service public, tous azimuts, l'hôpital, la santé, l'énergie, EDF. Qu'en pensez-vous? Bien, c'est une casse de toute l'économie en réalité. On a Glazur, XL Airways, Michelin, Alstom à Belfort, toute l'économie. Pourquoi? Parce que ce sont des financiers qui donnent la règle du jeu. Et parmi ceux-là, des banquiers d'affaires qui conseillent Emmanuel Macron et tous ceux qui décident de notre politique. Alors, c'est une vision de court terme, de rentabilité financière à court terme, et pas de long terme. Emmanuel Macron est peut-être pour le nucléaire, dans son intime conviction, mais il suit la gestion du nucléaire par les conseils que lui donnent les banquiers d'affaires. Donc voilà le vrai problème. Et ce qui est ignoré dans cela, c'est l'État stratège qui doit assurer le service public. Le service public est celui du citoyen. Emmanuel Macron avait promis une réforme de l'hôpital, notamment de supprimer la T2A. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Il vient d'y avoir une assemblée générale des AP-HP à Paris, à l'hôpital Salpêtrière. Aujourd'hui, nous sommes dans une révolution. Oui, la T2A, c'est la tarification aux actes. Et ce n'est pas un soin, c'est pas un acte. C'est pas un acte standard. Un soin, c'est porter son attention à un malade et les conditions propres à cette maladie. C'est ça l'hôpital. L'hôpital, ça sert les gens. Et ça les sert avec leurs problèmes qu'ils apportent lorsqu'ils viennent à l'hôpital. C'est très important à comprendre. Alors évidemment, il y a toute cette insurrection, je dirais, du milieu hospitalier qu'on est en train de détruire. C'est très grave, parce que notre tradition de santé publique, elle est là. L'hôpital public, c'est un des plus grands employeurs, sinon le plus grand en France. Donc on détruit tout cela. Et c'est clair, ce qu'a dit par exemple, c'est très intéressant, ce qu'a dit Hugo Huon, qui est le président du collectif Interurgence. Hein. Il a dit, j'ai la citation ici, « On est des remparts de la République comme les profs ou les flics, nous sommes en première ligne. » Ben, c'est absolument vrai. Et ces gens-là, évidemment, il y a cette manifestation en ce moment, sapeurs, pompiers, d'autres, les urgences, tout le monde en fait, tout le monde de l'hôpital. Ensuite, il y a les grandes manifestations qui sont prévues, qu'on appelle des rassemblements, le 29 octobre et le 14 novembre, plus le 5 novembre, la RATP. Et les hôpitaux vont rejoindre, disons, la dynamique de la RATP. Donc, il y a dans tout le pays un mouvement en profondeur qui n'est pas du tout un mouvement, disons, agressif, mais qui est un mouvement qui revendique le soin, qui revendique l'attention à l'usager et l'attention à chaque citoyen. C'est ça qui est revendiqué à travers cette défense du service public. C'est ce que j'avais vu en participant à l'Assemblée générale du CIH, donc du collectif, c'est qu'il y a très profondément dans le service public l'idée qu'il y a une corrélation avec le monde du citoyen. Oui, tout le monde le sait, évidemment, mais tout le monde ne veut pas en tirer les conséquences. Et quand on voit la vie d'une infirmière, la vie d'une aide-soignante à l'hôpital, c'est terrible. Tous font des choses au-dessus de leur niveau, ils apprennent à le faire et ils le font. Tous doivent avoir une attention constante et tous se sentent mal parce qu'ils ne peuvent pas donner assez de temps aux patients. Donc il faut recréer un esprit de fraternité, je dirais, de solidarité dans l'hôpital. C'est ça le sujet. Absolument. La petite question que j'ai, c'est nous étions présents, nous, lors de la mise en place de la T2A, c'est-à-dire de cette loi en 2007, Hôpital 2007. Jacques Cheminade a fait campagne à ce moment-là. Tu as fait campagne aussi dans les diverses présidentielles à ce sujet. Oui, en disant qu'il fallait prendre l'hôpital comme un ensemble. Et qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, d'une part, on laisse à l'hôpital aucun choix, c'est-à-dire qu'il doit prendre tout le monde, ce qui est parfaitement normal. Alors que, dans certaines cliniques privées, on peut choisir la maladie et le malade. Or, les cliniques privées aussi ont des problèmes. Aujourd'hui, on est au point où même les cliniques privées ont ces problèmes. Donc, il y a un vaste domaine de la santé publique qu'il faut traiter, et traiter de toute urgence, dans un contexte plus global encore que la santé publique. Absolument. Le milieu hospitalier a décidé dans cette Assemblée générale de faire une grève du codage, c'est-à-dire de ne plus tarifier à l'acte. Alors, pour expliquer brièvement ce qu'est la tarification à l'acte, quelqu'un qui est atteint d'un diabète est polypathologique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs maladies, atteinte des reins, atteinte des veines et autres. Au lieu de le soigner globalement, comme on le faisait avant, avec une tarification globale, on va le faire de manière
acté, ce qui, bien sûr, va amener une rémunération supplémentaire à une administration comptable, mais de plus coûte à la sécurité sociale au détriment du citoyen et fait perdre un temps fou au personnel hospitalier qui est obligé de rentrer les données dans un ordinateur. Oui, comme la médecine privée, libérale, comme la médecine hospitalière, on passe son temps à remplir la paperasse et pas à traiter les vrais problèmes. Par rapport à ces services publics, est-ce que tu penses que Macron est en train de suivre une orientation européenne dans cette mise en concurrence des uns par rapport aux autres? Ou est-ce que c'est purement son passé de banquier d'affaires qui joue, qui prédomine? Je dirais les deux. Si on voit l'accès régulier à l'électricité nucléaire historique, la fameuse ARENH, c'est la Commission qui a dit « Ah, concurrence, concurrence, or le nucléaire et l'EDF sont des monopoles, donc c'est vrai que tout le monde puisse avoir accès. » Donc on a dit, voilà, on fixe un prix au mégawattheure qui est de 42 €. Et c'est le prix coûtant, dit-on, de l'EDF pour le nucléaire. C'est absolument pas vrai, parce qu'on ne prend pas en compte le grand carénage, c'est-à-dire la mise à jour des installations, et on ne prend pas en compte l'évolution des normes de sécurité. Mais enfin, on fixe 42 €. Et alors, à ce moment-là, évidemment, on joue. C'est-à-dire, ceux qui bénéficient de cela, les différents organismes qui bénéficient de cela, eh bien, ils disent, si c'est le prix sur le marché plus de 42 €, on prend 42 € de l'EDF, et si c'est moins, bon, on laisse tomber l'EDF. Donc, évidemment, il n'y a pas de sécurité dans l'exercice d'un monopole public. C'est contraire à l'idée même d'un monopole public. Donc ça, c'est l'Europe, hein, c'est la Commission. Mais la France ne s'est jamais vraiment opposée à cette évolution. Donc, il y a les deux choses. Une Europe qui est une Europe qui joue dans le domaine, disons, de l'économie néolibérale, ultralibérale, l'ordolibéralisme, on appelle comme on veut, mais c'est une dictature du financier à court terme. Et Macron, qui est inspiré par la même idéologie. Donc, il y a une coïncidence entre les deux, je dirais. Mais là, il y a des gens qui pensent que le plan Hercule, que l'État maintenant se manifeste de vouloir vraiment s'occuper du nucléaire et que ça va consolider et résoudre les problèmes. Je disais, c'est un Hercule qui repose sur des sables mouvants. Et c'est en réalité un système dans lequel on dit on crée deux EDF, l'EDF bleu et l'EDF verte. Le bleu, ça sera le nucléaire, ça sera l'hydraulique et le transport de l'énergie. Bon, c'est tout ce qui ne rapporte pas. Et le reste, le vert, ce sera tout ce qui rapporte, c'est-à-dire toutes les énergies durables, renouvelables, qu'on subventionne par ailleurs et qui rapportent, et tout ce qui est, pour le reste, le réseau de l'électricité. Donc tout ça qui rapporte le privé, et pour le public, ce qui est lourd. Or, l'EDF, qui va devoir dépenser, on dit, au moins 100 millions. C'est 100 millions, où elle trouvera où? Milliards. 100 milliards, bien entendu. Je dis toujours millions parce que on est dépassé par ces sommes-là. 100 milliards, c'est 100 milliards. Où elle les trouvera où? Dans ces conditions. Et cela, évidemment, répondre à la question, c'est dire qu'on condamne à terme l'EDF à un démantèlement progressif et à un passage à une gestion éventuellement privée, si c'est encore possible dans le cas de l'économie telle qu'elle sera au moment où cela aura lieu. Mais on l'a vu aussi dans le cas de la SNCF, c'est-à-dire que si l'État n'a pas de crédit et une banque nationale qui finance ces grands projets, on laisse les entreprises publiques s'endetter, 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 pour après les démanteler en fait. Oui, pour après les blâmer de s'être endettés, alors qu'on a créé les conditions pour qu'elles s'endettent. Voilà. C'est vrai. Et on ne voit pas en fonction des réalités physiques, économiques des choses. Astrid. Astrid, c'est un réacteur à neutrons rapide. Bien. Que fait un réacteur à neutrons rapide? La ressource, pour lui, c'est l'uranium 238. Il y en a à peu près environ, beaucoup plus dans la nature que du 235. On dit plus de 90%, certains même disent 98%. Donc voilà une ressource très durable. Plus le plutonium, on ne veut pas que ça circule dans la nature, et ça peut être utilisé par Astrid. Mais on arrête Astrid. Pourquoi on arrête Astrid? C'est pas rentable à court terme, donc on l'arrête. Et on bafoue les gens qui ont travaillé à cela, et on bafoue l'économie française. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose comme Astrid? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas développer
les réacteurs à sel fondu, notamment avec le thorium. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne traite pas les déchets. On ne traite pas les déchets, on ne traite pas le plutonium. Là, avec Astrid, le plutonium, on le traiterait, on aurait l'uranium-238, et avec les sels fondus, on aurait tout ce qui est les déchets. Donc, on aurait un nucléaire propre. Eh bien non, on crée les conditions pour qu'il soit sale, alors après, les écologistes ont beau jeu de critiquer, de dire, voilà, vous n'avez rien fait. Mais ce n'est pas le nucléaire qu'il faut blâmer, c'est la façon dont procèdent les gouvernements et leur choix politique, qui est un choix financier à court terme et pas un choix de l'État stratège. C'est quand même un tournant extrêmement grave, surtout qu'au moment où les autres pays, la Russie, la Chine et d'autres, eux développent les nouvelles filières. La Russie, la Chine et même les Américains viennent nous dire, mais qu'est-ce que vous faites? Vous désintégrez toute la chaîne du nucléaire, toute la chaîne de l'énergie, vous êtes en train de vous suicider, on ne comprend pas. Et on se suicide sur l'autel du capitalisme financier à court terme. Voilà ce qui arrive. J'ajouterai autre chose, encore plus important. Nous avons un triptyque national qui est liberté, égalité, fraternité, comme tout le monde le sait, tout le monde le répète, sans voir exactement ce à quoi ça correspond. Liberté, c'est donner l'éducation aux gens pour qu'ils se puissent prendre en charge et décider ce que fera l'État. L'égalité, c'est assurer les conditions sociales et économiques pour que ce soit fait. Et la fraternité, qui va beaucoup plus loin, c'est de créer par des projets, par du pouvoir d'achat en croissance pour tous, un optimisme culturel dans le pays. Ça, c'est liberté, égalité, fraternité. Et ce qu'il représente, c'est le service public. Et le service public, c'est ce qui peut nous sauver de ce naufrage politique dans lequel on est plongé, en France et dans le monde. Mais en France, c'est quand même un pays qui avait une exception sur ce domaine-là. On est en train de la perdre. Et tous les gouvernements, je dirais pour être diplomate depuis longtemps, tous les gouvernements ont laissé tomber ce qui fait l'essence de notre pays, notre véritable souveraineté. La souveraineté, c'est pas balancer des slogans comme Frexit ou on est la force, on est ceci, on est cela. C'est des choses très concrètes. C'est l'hôpital public, c'est l'énergie nucléaire en l'espèce. C'est tout ce qui concerne l'éducation, tout ce qui concerne la santé publique. Et c'est là qu'on perd sa souveraineté, parce qu'on perd la capacité de l'État à assurer cela pour les citoyens. Nous avons tous compris qu'il fallait manifester et soutenir un vrai service public. Jacques, as-tu quelque chose à rajouter? Qu'il faut manifester, manifester et manifester jusqu'à assurer le service public. Et voilà, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, elle va à Copenhague, dans la réunion du C40, où elle rencontre Michel Bloomberg. Elle va s'occuper, soi-disant, des urgences. Mais avec Bloomberg, qui est l'homme des financiers, l'homme de la finance dans le monde entier, qu'est-ce que c'est que ces urgences-là? Nous, au contraire, on organise à la fin du mois, donc le 30 octobre, une réunion au Café du Pont-Neuf, où nous traiterons les sujets qui sont les véritables urgences, telles que nous avons définies aujourd'hui dans cette discussion. Merci Jacques. Donc nous nous retrouvons à la réunion du 30 octobre et la semaine prochaine pour un nouvel éclairage. Merci à vous.